Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basées sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, le sujet de cet épisode, eh bien, c'est les microplastiques et leurs effets sur notre santé et comment limiter notre exposition à ces particules omniprésentes dans notre environnement. Donc, tout d'abord, eh bien, on va commencer par définir les microplastiques. Donc concrètement, ce sont des particules de plastique qui sont comprises, qui ont une taille comprise entre 1 micromètre et 5 millimètres. En dessous de cette taille-là, on parle de nanoplastique. Pour la suite, j'emploierai le terme microplastique pour simplifier, mais bien sûr, cela sous-entend aussi les nanoplastiques et peut-être même surtout les nanoplastiques parce que, eh bien, à cause de leur toute petite taille, c'est eux qui vont se loger le plus facilement à des endroits, eh bien, où on n'a pas forcément envie de les retrouver. Les microplastiques, ils sont présents dans l'air, ils sont présents dans l'eau, dans la nourriture. Concrètement, ils sont présents à peu près partout depuis l'adoption massive du plastique dans les années 50. Néanmoins, je tiens à le préciser, il n'y a aucune connaissance concrète sur les effets des microplastiques sur la santé humaine sur le long terme pour l'instant. Il n'y a pas eu encore d'études corrélatives, de causalité, pardon, il n'y a pas eu de lien de causalité, seulement des corrélations. Cependant, hein, bien sûr, euh, je l'ai déjà répété plusieurs fois sur cette chaîne, mais bien qu'on n'ait pas de connaissances concrètes sur les effets des microplastiques sur le long terme, l'être humain n'a pas évolué avec du plastique dans son environnement. Les années 50, c'était il y a même pas 80 ans. Donc, le corps humain n'a pas eu le temps de s'adapter aux microplastiques et ben, sachant qu'il y en a dans notre corps, on peut certainement quand même se dire que c'est pas la meilleure chose. Euh, mais quand même, je tiens à préciser voilà, qu'il n'y a que des corrélations et on n'a pas encore établi de lien de causalité entre les microplastiques et certaines maladies notamment. Euh, mais de plus, quand même, notre corps, il est en mesure de nettoyer énormément de déchets. Euh, mais voilà, il est vrai que des microplastiques ont été retrouvés dans à peu près tous les tissus humains qui ont été prélevés jusqu'à présent. Sur des gens qui étaient évidemment décédés. Euh, et donc on a retrouvé des microplastiques dans le cerveau, dans les testicules chez les hommes, euh, dans les follicules qui sont à l'intérieur des ovaires chez les femmes, donc globalement dans les organes reproducteurs des êtres humains et dans tous les autres organes globalement, car eh bien, les microplastiques, ils ont le don de passer dans le sang, et donc forcément, si vous passez dans le sang, vous passez dans tous les organes, et donc c'est là où il peut y avoir quelques inquiétudes, parce que bah, retrouver des microplastiques dans le cerveau, les testicules ou les follicules, bah, ça peut être inquiétant étant donné que bah, ça peut causer des dégâts au cerveau et on n'a pas forcément envie que ça cause des dégâts à cet endroit-là du corps. Et puis sur les organes reproducteurs, ça peut potentiellement, euh, on le saura mieux dans quelques années très probablement, mais les organes reproducteurs, s'ils sont touchés par ce genre de choses, peut-être que ça peut amener à de la stérilité.
ce qui est, vous en conviendrez, pas idéal pour la survie de l'espèce humaine. Maintenant, je vais aborder plusieurs points, euh, et ces points concernent, eh bien, la manière dont les microplastiques sont introduits dans nos corps, comment rentrent-ils dans notre corps, et également comment est-ce qu'on peut limiter notre exposition. Et je tiens à mettre un point d'honneur sur ce mot, limiter notre exposition, parce que, comme je l'ai dit, le plastique, il est partout. Je suis sûr à 100% que si vous regardez autour de vous, il y a au moins un objet en plastique, si c'est pas une dizaine d'objets constitués de plastique, à commencer peut-être même directement par votre coque de téléphone, peut-être par vos écouteurs si vous en avez, pour écouter ce podcast, si vous avez des stylos, si vous avez des chargeurs, globalement, partout. Voilà. Il y a du plastique absolument partout. Donc, on ne peut pas éviter les microplastiques, on ne peut plus les éviter, tellement il y a du plastique de partout, mais on peut essayer de limiter notre exposition parce que, encore une fois, bien que nous n'ayons pas de lien de causalité entre des potentiels cancers et autres maladies et les microplastiques dans notre corps, eh bien, on n'a quand même pas envie de remplir notre corps de plastique parce que ça ne semble vraiment pas idéal pour la santé humaine quand même. Le premier point qui concerne donc la manière dont les microplastiques rentrent dans notre corps, mais aussi comment limiter notre exposition, c'est tout simplement d'arrêter de boire de l'eau dans des bouteilles qui sont en plastique, en particulier les bouteilles chauffées, évidemment. Par exemple, euh, si vous conservez une bouteille en plastique dans votre voiture en été, et même pas forcément qu'en été, et que l'eau est chaude à l'intérieur de la bouteille en plastique, ça empire le phénomène. Mais le truc, c'est que, ben, ne serait-ce que durant le transport des bouteilles, par exemple, de votre marque préférée, que ce soit Vittel ou Cristalline, par exemple, admettons, eh bien, rien que durant le transport vers le point de vente, c'est-à-dire dans la grande surface ou dans l'épicerie dans laquelle vous achetez vos bouteilles d'eau, eh bien, vous ne savez pas dans quelles conditions ont été transportées ces bouteilles et si elles n'ont pas été transportées, par exemple, dans un environnement à température ambiante, voire qui était plus chaud que la température ambiante. Il y a une étude que j'ai mis en description, une étude qui est en anglais, dont le nom est Rapid Single Particle Chemical Imaging of Nanoplastics by SAS Microscopy. Globalement, donc je vous rappelle que je l'ai mis en description, le lien de cette étude si vous voulez plonger dedans. Euh, et dans cette étude, eh bien, il a été déterminé que pour 1 litre d'eau contenue dans des bouteilles en plastique, on a entre 110 et 400 000, oui, oui, entre 110 et 400 000 particules de microplastiques pour 1 litre d'eau contenue dans ces bouteilles en plastique. Donc, vous n'avez pas envie d'avoir ces chiffres-là qui rentrent dans votre corps. Après, encore une fois, il y a une différence entre ce qui rentre dans votre bouche, c'est-à-dire potentiellement 400 000 particules de microplastique quand vous buvez 1 litre, et ce qui est actuel, et ce qui est réellement absorbé par votre corps. Euh, voilà, votre corps, il y a une partie des microplastiques qui vont directement finir dans les déchets, urine et dans vos selles, mais il y a une partie, on ne sait pas encore combien, mais si vous absorbez ne serait-ce que 110 000 particules, si vous ingérez plutôt 110 000 particules, bah, on peut raisonnablement penser qu'il y en a au moins 5%, ce qui fait déjà 6-7 000 particules. Euh, Peut-être pas autant, ouais, 6 000 particules à peu près qui rentrent dans votre corps.
Vous n'avez pas envie de ça, globalement. Donc, pour limiter votre exposition, il faut arrêter de boire euh, de manière quotidienne et régulière dans des bouteilles en plastique. Parce qu'évidemment, il peut vous arriver d'être à court d'eau, voilà, et d'être assoiffé et de n'avoir qu'à disposition, voilà, vous demandez à un passant, il a une bouteille en plastique et voilà, vous pouvez boire dedans, ok, ça vous fera pas tant de mal que ça. C'est juste, voilà, si vous avez pris l'habitude de quotidiennement boire dans des bouteilles en plastique, eh bien, il va falloir penser à changer ça et à acheter bah, des gourdes en aluminium ou bien carrément des petites bouteilles en verre. Je pense que le verre, c'est le meilleur parce que les gourdes en aluminium, ben, si ils font comme pour les canettes, euh, comme pour les canettes, eh bien, il y a potentiellement un petit à l'intérieur en fait, hein, il y a l'aluminium et puis il y a une petite couche de plastique à l'intérieur qui contient le liquide. Donc, bah, ça revient à boire dans des bouteilles en plastique. Bref, bouteille en aluminium ou en verre, ça paraît être quand même vachement mieux déjà que une bouteille en plastique pour boire votre eau. Maintenant, il y a également l'eau du robinet, évidemment, qui est contaminée euh, par les microplastiques et par énormément d'autres particules euh, et des perturbateurs endocriniens, mais ça, on y reviendra sur de prochains épisodes du podcast. Mais donc l'eau du robinet, comment est-ce que on peut lutter contre ça? Parce que le simple fait de boire dans une bouteille en verre, c'est bien, mais c'est vrai que l'eau qui sort de nos robinets, potentiellement, elle était transportée dans des tuyaux en PVC, par exemple, et le PVC, c'est du plastique. Bref, vous avez compris, c'est un peu un casse-tête. Et il existe des filtres. Alors déjà, vous pouvez acheter, il y a quoi comme marque connue, par exemple, on a Brita, qui font des brocs d'eau. Alors oui, les brocs d'eau sont potentiellement en plastique, mais déjà, on a ce genre de choses qui peuvent, donc des bouteilles qui peuvent avoir des filtres. Et il existe des types de filtres qui s'appellent alors, en anglais reverse osmosis filters. Euh, donc le terme intéressant ici, c'est reverse osmosis. Globalement, ces filtres, ils enlèvent tout, hein, c'est-à-dire qu'il vous reste plus que des molécules d'H2O euh, une fois que vous l'avez filtré. Donc, soit vous avez acheté un filtre comme ça qui est vraiment très haut de gamme et qui reminéralise l'eau derrière, soit vous allez devoir remettre un peu des électrolytes dans votre eau si le filtre ne le fait pas directement. Alors il faut savoir que ce sont des fils qui coûtent euh, assez cher, hein, c'est plusieurs centaines d'euros et même pour certains plusieurs milliers. Mais après, sur le long terme, potentiellement, si le filtre est de qualité et qu'il vous tient peut-être au moins une décennie, si c'est pas plus, eh bien, sur le long terme, ça peut avoir potentiellement de tels bénéfices pour la santé que je pense que c'est un investissement très intéressant à faire. Donc, pour l'eau du robinet, pour l'eau courante, c'est absolument merveilleux qu'on ait accès à l'eau courante. Euh, mais voilà, avoir un reverse osmosis qui fait du reverse osmosis, ça semble quand même être une très bonne idée si on veut limiter notre exposition aux microplastiques. Comme j'en parlais, bien sûr, ce qui est mieux, donc, ce sont les bouteilles en verre, les bouteilles en inox, les tasses en céramique euh, ou en inox, par exemple, si vous prenez du café ou même de l'eau d'ailleurs, hein, si vous buvez de l'eau dans une tasse, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous prenez du café, du thé, etc., surtout que ce sont des liquides qui généralement sont chauds, euh, donc le verre, l'inox ou la céramique, ce sont des bonnes matières. Et puis en plus d'être bon pour votre santé,
C'est bon pour la planète déjà parce que ce sont des matières qui sont recyclables, mais surtout ce sont des matières qui ont une très grande durée de vie, contrairement à des tasses en plastique ou même en carton. Hem, Tasses en carton d'ailleurs, qui ont, comme les canettes en aluminium, et bien une petite couche de plastique à l'intérieur, pour éviter que le liquide rentre dans le carton et que le verre, se déchire à cause du liquide. Donc en gros, si vous buvez dans des tasses en carton, ben vous n'êtes pas mieux loti que si vous buviez dans une tasse en plastique, hein, globalement. Et pareil pour les repas qui sont servis dans des contenants en carton, généralement s'il y a des sauces, etc., et même que si ce sont des repas chauds, eh bien il y a une petite couche de plastique à l'intérieur. Euh, donc ça, c'est pas idéal non plus. Mais voilà, les bouteilles, les tasses en céramique, en inox, en verre, ça peut être très intéressant. Voilà, recyclable, grande durée de vie, c'est réutilisable, donc ça fait beaucoup moins de déchets. Et ça, vous en serez également plus content parce que vous aurez à aller moins souvent jeter les poubelles. Et ça, on sait que c'est un peu une corvée, donc bah, c'est pas mal de limiter ces déchets. Tout simplement, c'est bien pour nous et c'est bien pour la planète aussi, donc ça fait plaisir. Une autre chose qui est très polluée, c'est malheureusement le sel de mer. Euh, voilà, bien qu'il ne faille pas abuser de ce condiment qui est le sel, il n'en reste pas moins que le sel, il est important pour notre santé, hein. Il contient des électrolytes dont notre corps a besoin. Donc il est intéressant d'en consommer, bien évidemment, avec modération, je le répète encore une fois. Un trop dose le sel, vous le savez, c'est pas très très bon pour votre santé. Mais donc, pour pallier au fait que, eh bien, le sel de mer, malheureusement, est très pollué à cause, bien sûr, de l'activité humaine euh, et du fait que nos océans sont extrêmement pollués et nos mers aussi par le plastique, il semble être un peu mieux. Je dis ce qui semble, parce que c'est pas vraiment sûr. C'est par exemple le sel rose de l'Himalaya ou tout autre sel qui ne proviendrait pas de la mer ou des océans. Euh, mais encore une fois, attention, parce que c'est pas forcément dit que ce ne soit pas pollué non plus ces sels-là, mais peut-être qu'ils le sont un peu moins pollués que ceux des océans et des mers, parce que voilà, hein, les océans et les mers sont pollués, mais vous avez tous appris à l'école le cycle de l'eau. Et donc, quand il pleut, évidemment, eh ben, dans la pluie, il y a des microplastiques. Et donc, ben, quand il pleut sur les terres, les microplastiques, ils peuvent venir de là aussi et s'infiltrer dans les sols et à peu près de partout. Euh, voilà, c'est un cercle un peu vicieux, mais ça, c'est l'être humain qui l'a créé et c'est à lui de remédier également à ces problèmes. Et je pense qu'on en est capable. Mais donc, pour limiter notre exposition, peut-être que le sel de mer est peut-être à éviter et essayer de trouver une autre source de sel. Ça semble assez intéressant. Comme j'en parlais, la doublure des tasses de café, de thé qui sont en carton, eh bien, elle est en plastique. Et en plus, la chaleur de ces boissons ben, fait que les microplastiques fuitent bien plus encore dans votre liquide. Euh, Et le type de plastique qui fuit, ce sont les BPA en anglais, hein, BPA en français. Tout comme, eh bien, assez surprenant celle-là quand j'ai découvert ça, mais la doublure des boîtes de conserve aussi, par exemple pour les soupes qui sont en boîte de conserve, eh bien, il y a une présence de beaucoup de BPA dans l'urine des personnes testées en seulement 5 jours, hein. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite où on a fait consommer ben, des sous en boîte de conserve à des gens. Et dans l'urine de ces personnes,
eh bien, on a eu une augmentation de plus 1000% de la concentration de BPA, ce qui est assez alarmant, bien sûr. Après, encore une fois, là, c'est dans l'urine, donc si c'est dans l'urine, c'est que c'est pas dans le corps. Mais s'il y a une augmentation de plus 1000% déjà dans l'urine, on ne sait pas combien de BPA ont été absorbés dans le corps, par le corps de ces personnes. Donc, eh bien, les doublures de boîtes de conserve, et donc les boîtes de conserve en général, ne sont pas exceptionnelles. Alors évidemment, en cas de force majeure, et si on a besoin de boîtes de conserve, mais pas à usage immédiat, mais pour conserver justement, là peut-être, si on en mange une de temps en temps, ça peut passer, mais il semblerait que donc consommer de manière assez fréquente des produits conservés dans des boîtes de conserve n'est pas une super idée si vous voulez éviter les microplastiques. Juste pour revenir, hein, le BPA ou BPA en anglais, c'est un perturbateur endocrinien, donc ça veut dire que ça perturbe fortement les hormones, notamment les œstrogènes. Donc pour ce qui est du BPA ou BPS aussi, c'est un autre type. Euh, donc soit ils sont présents directement dans les microplastiques, soit ils s'y attachent, hein, et oui, ce sont des petits filous. Euh, donc BPA ou BPS. Alors il me semble qu'en Europe, les BPA, ils ont peut-être été interdits il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs dans les emballages, mais les BPS, c'est moins sûr. Et les BPS sont tout aussi dangereux hein, que les BPA, perturbateurs endocriniens. C'est pas le genre de truc qu'on a envie de mettre dans notre corps, euh, assez clairement. Une autre chose pour limiter notre exposition aux microplastiques qui semble assez intéressante, c'est d'également éviter de faire réchauffer des aliments dans des contenants en plastique au micro-ondes, par exemple. Euh, Eh bien, car encore une fois, ça libère énormément de BPA dans la nourriture et la nourriture après elle finit évidemment dans votre corps. Donc, évitez de faire réchauffer des plats dans des tupperwares en plastique, euh, voilà, au micro-ondes, parce que, ben, encore une fois, la chaleur et le plastique, ça fait pas bon ménage, ça provoque des fuites de plastique dans votre nourriture. Et donc, ça amène des microplastiques encore dans votre corps. Donc ça, c'est vraiment une chose que l'on peut limiter. Il existe fort heureusement aujourd'hui des tupperwares euh, en verre, tout simplement. Alors oui, ils sont plus chers, mais encore une fois, exactement comme les bouteilles, bah, le verre, c'est beaucoup plus durable. Ça vous tiendra bien plus longtemps que des tupperwares en plastique. Et en plus, bah, ça mettra pas de plastique dans votre nourriture, ce qui est franchement pas mal. Pour ce qui est de la cuisine, on va rester dans la cuisine. Euh, eh bien, il faut éviter de cuisiner avec des poêles anti-adhésives et privilégier la fonte ou la céramique pour vos poêles. Il faut éviter aussi le téflon, hein. Il a été montré que c'était pas super bon pour notre santé, mais ça, c'est pas forcément lié au microplastique. Voilà, donc si vous avez des poêles anti-adhésives, il faudrait considérer à acheter des poêles soit en fonte, soit en céramique. Alors, la fonte, c'est un peu lourd, hein. Dans mes souvenirs, les poêles en fonte, c'est pas ce qu'il y a de plus léger. Donc, les poêles en céramique, ça peut être une très bonne alternative, mais après, les poêles en fonte, c'est très bien aussi, hein. Voilà, donc poêle anti-adhésive à éviter. Alors, un point qui est un peu plus surprenant maintenant, eh bien, c'est l'eau gazeuse. Et l'eau gazeuse, même vendue dans des bouteilles en verre, eh bien, qui contient aussi une proportion non négligeable de microplastiques. Alors ça, c'est assez surprenant parce que, ben voilà, hein,
on nous vend de l'eau qui est dans une bouteille en verre, etc. Donc déjà en plus, si vous achetez de l'eau comme ça va vous coûter encore plus cher, notamment à cause du verre. Euh, mais donc, malheureusement, parce que l'eau gazeuse c'est quand même bon, et ben, il semblerait qu'il y a des proportions non négligeables de microplastiques dans ces bouteilles-là, donc peut-être à éviter, euh, voilà, à éviter, éviter de consommer ce type d'eau quotidiennement. Bien évidemment, vous pouvez de temps en temps boire un peu d'eau gazeuse dans des bouteilles en verre. Déjà, ça vous fera moins mal que boire de l'eau gazeuse dans des bouteilles en plastique. Voilà, et puis si vous allez au restaurant, bah, faites-vous plaisir. Prenez de l'eau gazeuse servie dans des bouteilles en verre directement. Il n'y a pas de problème. Évidemment, un moyen assez simple de limiter son exposition aux microplastiques, c'est aussi d'éviter la consommation d'aliments qui sont emballés dans des contenants en plastique. Mais évidemment, j'en fais l'expérience. C'est pas facile, c'est très très difficile si on fait les courses en grande surface, hein. Euh, voilà, évidemment, le mieux, ce serait d'aller chez les producteurs directement, chez les fermiers, chez les maraîchers. Voilà, pour votre viande, vous pouvez aller à la ferme, comme pour vos œufs ou votre lait. Mais vous pouvez aussi aller en boucherie. Euh, voilà, ça semble être la meilleure solution. Ceci dit, après les œufs, généralement, ils sont vendus dans des contenants en carton, dans des boîtes en carton, donc ça, c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que la viande, très souvent, et même les légumes, ben, c'est vendu dans des emballages en plastique. Et donc ça, évidemment, c'est pas idéal. Mais encore une fois, ben, si vous faites vos courses en grande surface, c'est que voilà, il n'y a pas de ferme, boucherie, il doit y en avoir, mais c'est pas forcément le truc le plus pratique à faire. Surtout si vous travaillez à plein temps, que vous avez une famille à nourrir, bref. Tant que vous ne faites pas chauffer vos aliments, et tant que ce ne sont pas des liquides qui sont contenus dans des choses en plastique, on peut faire un peu l'impasse entre guillemets et puis continuer d'acheter là-dedans. Euh, voilà, tant que vous faites pas chauffer les trucs et que vous conservez tous vos aliments qui sont chauds, etc., dans de la céramique, dans des assiettes ou dans des tupperwares en verre, etc. Bref, je pense qu'il n'y a pas un énorme, surtout que si c'est stocké dans votre frigo, c'est froid, donc il y a très peu, je pense, de fuite de plastique dans vos aliments. Mais voilà, c'est vrai que c'est un moyen de limiter notre exposition aux microplastiques, tout simplement, d'essayer de limiter nos déchets en plastique, en fait, hein, et au maximum de conserver les aliments et d'acheter des aliments qui sont conservés dans autre chose que du plastique. Après, c'est vrai qu'il y a des choses comme les boîtes de conserve où on pensait en fait que c'était conservé dans l'aluminium et il s'avère qu'il y a du plastique. Donc, c'est vrai que c'est un peu à en perdre la tête. Euh, on va passer à un autre point. On n'est plus dans la nourriture, mais on va être dans les habits. Déjà réduire, voilà, le nombre d'habits que l'on achète. Pourquoi? Eh bien parce que les microplastiques, ils sont relâchés lors du lavage des habits euh, avec les microfibres qui sont perdues par les vêtements et et qui vont ensuite soit dans l'océan parce que les microfibres vont dans l'eau de votre machine à laver, soit parce que les microfibres vont dans l'air, tout simplement parce que votre machine, quand elle tourne à 1000 tours minute, eh ben, elle projette des micro-gouttes et donc des microfibres dans l'air. Euh, donc évidemment, ça c'est pas ouf. Et donc, plus les habits sont neufs,
et ben, plus ces habits vont rejeter de microfibres, et donc plus vous aurez de chances d'inhaler le microplastique, surtout si, comme moi par exemple, vous vivez dans un appartement où la machine est dans une pièce et elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas sur le balcon par exemple, elle est dans une pièce. Alors moi j'ai la chance que la pièce soit aérée et donc on peut ouvrir la fenêtre, ce qui permet d'évacuer les microplastiques à l'extérieur. Mais ben, je connais des gens qui ont une machine dans une pièce fermée sans aération dans leur maison. Donc ça veut dire que globalement, quand on rentre dans la pièce, une fois que la machine a tourné, on inhale de bonnes particules de microplastiques. Donc si c'est votre cas, bah, il faudrait essayer de voir si c'est pas possible de déplacer votre machine au moins dans une pièce qui a une fenêtre que vous pouvez ouvrir lorsque la machine tourne. Mais j'ai bien conscience que côté plomberie, c'est un peu chiant, les machines à laver, parce que bah, il faut la raccorder à l'eau et à l'électricité. Alors l'électricité, c'est peut-être pas le plus dur, mais l'eau, c'est toujours un peu contraignant. Mais donc, déjà avoir une machine à laver dans un endroit soit directement aéré, parce que c'est en extérieur plus ou moins, soit parce que vous avez une fenêtre et que vous pouvez l'ouvrir pendant que la machine tourne. Et donc aussi réduire le nombre d'habits que vous achetez, parce qu'on jette trop souvent des habits qui n'ont aucun problème. Et c'est une des causes majeures hein, de présence de microplastiques dans l'environnement. Euh, mais ce qui est bien donc sur le long terme, c'est que la quantité de microplastiques relâchée au lavage, elle tend à significativement diminuer. Et puis en plus, cela met en évidence l'importance de porter des habits qui sont 100% coton, ou qui sont en laine, ou qui sont en lin, c'est-à-dire des matières euh, naturelles qui ont évidemment beaucoup moins de chances de contenir des microplastiques, qui doivent quand même en contenir, parce que les plantes, on leur donne de l'eau, eau qui est contaminée avec des microplastiques, certainement. Et puis même vos habits, ils doivent, comme on vit dans des environnements où même dans l'air il y a des microplastiques, et ben les habits, ils doivent quand même aller absorber un peu quelques particules quand on marche, quand on est dehors. Euh, voilà, parce qu'ils sont en contact avec l'air directement. Mais donc c'est important de porter des habits en matière naturelle pour éviter le plus possible en fait d'inhaler les microfibres. Aussi quand on porte les habits, évidemment. Parce que si vous portez des habits en plastique, c'est-à-dire des habits où sur l'étiquette c'est marqué polyester globalement, ou s'il y a un poly quelque chose, c'est que c'est du plastique. Euh, donc ces habits-là déjà au lavage, ils vont évidemment mettre des fibres 100% plastique, des microfibres 100% plastique dans l'air que vous allez potentiellement respirer. Et puis quand vous les portez aussi, ces habits, bah, vous allez inhaler potentiellement des particules de microplastique qu'ils vont rejeter, surtout si vous transpirez dans ces habits en plastique, ce qu'il faut absolument éviter parce que la transpiration, bah, en fait, si vous transpirez dedans, ça veut dire que vous chauffez. Et on l'a déjà vu, chauffer le plastique, ça fait qu'il fuit plus, et donc il fuit plus dans votre corps directement, parce qu'il est en contact avec votre peau. Donc oui, potentiellement, il va falloir que vous refassiez un peu votre garde-robe. Alors oui, vous allez me dire que je viens de vous dire de ne pas acheter trop d'habits neufs, mais si vous avez 80% de votre garde-robe constituée d'habits contenant du polyester, ben oui, il va peut-être falloir racheter 80% d'habits qui soient en lin, en laine ou en coton. Mais en attendant, potentiellement ces habits, vous allez les garder 10 ou 20 ans, donc vous aurez le temps de les rentabiliser. Et puis voilà, c'est toujours mieux de remplacer tous vos habits le plus possible qui contiennent du polyester. La seule exception, je dirais, ce sont les habits qui ne touchent pas directement votre peau, comme par exemple les manteaux en hiver, les imperméables, etc., qui peuvent vous permettre si vous êtes à la neige ou quoi, de vous tenir chaud. Et s'il pleut, bah, de vous tenir au sec. Parce que comme généralement, quand vous allez mettre ce genre d'habit, vous aurez
au moins un t-shirt si c'est pas deux, un pull aussi par-dessus. Donc en fait, il y aura très peu, voire pas du tout de zone de contact entre l'imperméable et votre peau. Donc là, c'est une bonne utilisation du plastique pour une fois. C'est pas trop mal. Mais si vous venez à avoir des sous-vêtements, surtout si vous êtes par exemple un homme, des sous-vêtements en polyester, vous n'avez pas forcément envie, parce que ça veut dire que vous allez introduire bien plus facilement des microplastiques dans vos testicules, ce qui est franchement pas ouf. Euh, voilà, si vous voulez, surtout si vous voulez procréer dans le futur, futur proche ou lointain d'ailleurs. Donc voilà, éviter le polyester dans les habits et privilégier le coton, le lin et la laine et le 100% évidemment, hein, parce que beaucoup d'habits font des mélanges entre le coton et le polyester notamment. Voilà, on veut vérifier les étiquettes de nos habits et vérifier qu'il n'y a pas le mot polyester dedans, euh, tout simplement. Voilà. Un autre gros facteur, et ça c'est juste pour votre culture plus que pour l'imiter, parce que bah, ça on peut pas faire grand-chose, surtout si on vit en ville, comme eh bien, une grande partie des êtres humains. La dégradation des pneus sur la route euh, provoque eh bien, une libération assez substantielle de microplastiques dans l'air. Voilà, donc quand on est dehors, bah, on va pas s'amuser à porter des masques. Euh, Donc c'est un peu embêtant, mais potentiellement, bah, si vous vivez en ville, vous pouvez mettre un filtre à air dans votre maison euh, pour essayer de réduire les quantités de microplastiques qui peuvent être inhalés. Alors évidemment, les microplastiques dans l'air, c'est pas dû seulement aux pneus qui se dégradent sur la route, mais c'est une des causes quand même. C'est un des facteurs. Euh, voilà, donc peut-être un filtre à air, ça peut être une bonne solution. D'autres produits qui contiennent du plastique et dont on peut se séparer euh, pour limiter notre exposition donc aux microplastiques, ce sont eh bien, le dentifrice et les brosses à dents. Euh, voilà, qui sont donc des bonnes sources de microplastiques, bah, parce que les brosses à dents, généralement, elles sont en plastique, avec des poils en plastique aussi. Et donc, vous êtes en train de frotter un truc en plastique dans votre bouche qui est assez chaude quand même. Et puis, vous faites des mouvements voilà, vous frottez. Donc, s'il y a du frottement, ben, il y a de l'échauffement. Et s'il y a de l'échauffement, ben, il y a des fuites potentiellement de plastique. Surtout qu'il y a la salive euh, qui est un peu impliquée aussi. Donc, s'il y a la salive, ça implique également que bah, potentiellement ça va encore plus euh, favoriser la fuite des microplastiques dans votre bouche et donc ensuite dans votre corps potentiellement. Bref, vous n'avez pas envie. Personnellement, j'achète chez une marque qui s'appelle Georganix. J'ai aucun lien avec cette marque, mais j'achète des brosses à dents qui sont en bois. Alors, les poils de la brosse à dents, je pense qu'ils sont en plastique, mais déjà tout le manche est en bois et il n'est plus en plastique. Et leurs dentifrices sont des dentifrices qui sont conservés dans du verre, avec un petit bouchon, enfin avec un couvercle en aluminium, et on récupère le plastique, waouh. On récupère le dentifrice, pardon, avec une petite spatule en bois. Je vous laisse aller voir sur leur site si ça vous intéresse. Alors, ça coûte un peu cher, bien sûr, mais ça dure très longtemps. Personnellement, moi, les pots de plus grande taille qui doivent faire, je crois, 750 millilitres de mémoire,
ou 250. Peut-être 250, j'abuse un peu, 750 peut-être. C'est peut-être 250 plutôt. Eh bien, un pot, ça me dure 2 ou 3 mois quand même, ce qui n'était pas forcément le cas des dentifrices en tube. Voilà, parce que les dentifrices euh, euh, en tube, ils sont en plastique déjà, donc votre dentifrice est en contact avec du plastique, ce qui n'est pas forcément une chose idéale. Euh, et en plus, dans les dentifrices commerciaux, généralement, il y a du fluor. Et le fluor, c'est pas non plus une molécule que vous avez envie, c'est pas un atome que vous avez envie d'avoir dans votre corps non plus, parce que bah, il fait un peu des dégâts, notamment sur le long terme. Euh, donc, pour ceux qui ont lu par exemple le livre de Thomas Pesquet, Ma vie sans gravité, Thomas Pesquet il nous dit que euh, eh bien, dans la station spatiale internationale, le dentifrice il l'avale parce que bah, il est comestible, etc. Et il nous dit que c'est comme sur Terre, le dentifrice est comestible. Alors certes, vous pouvez avaler du dentifrice une fois de temps en temps sans faire exprès, sans que ça vous fasse du dommage, mais comme je viens de vous le dire, il y a du fluor dans le dentifrice. Et sur le long terme, si à chaque fois vous avalez votre dentifrice au lieu de le recracher dans l'évier ou le lavabo, euh, bah sur le long terme, je suis pas sûr que ce soit super bon pour votre santé. Parce que dentifrice comestible ne veut pas forcément dire que c'est bon pour votre santé, hein. Donc il vaut mieux éviter d'avaler son dentifrice, hein, bien que j'adore Thomas Pesquet. Euh, nous ne sommes pas dans la station spatiale internationale, donc c'est mieux de le recracher et c'est encore mieux si vous avez du dentifrice comme les dentifrices proposés par G-Organics. Encore une fois, je n'ai aucun lien avec cette marque. Et il y a certainement plein d'autres marques qui font ce type de dentifrice et peut-être même en grande surface, mais comme je n'achète plus de dentifrice en grande surface, je ne suis pas au courant. On arrive sur les 3 derniers points pour limiter notre exposition aux microplastiques et aussi pour savoir comment ils peuvent rentrer dans notre corps. Et assez intéressant, c'est la couleur du plastique. Euh, donc le plastique noir qu'on peut retrouver par exemple dans les ustensiles de cuisine comme les louches, les spatules ou même certains couverts. Eh bien, en fait, ce plastique noir, c'est du plastique qui est fait à partir de pièces électroniques recyclées contenant des doses de produits chimiques cancérigènes. Euh, voilà, parce que ces produits chimiques, en fait, ils sont supposés empêcher les composants électroniques quand ils sont euh, dans des appareils où on a besoin de composants électroniques. Donc ces produits chimiques, ils permettent d'empêcher les composants de brûler, sauf qu'ils n'ont rien à faire dans notre bouche, évidemment, ils n'ont rien à faire dans notre environnement, surtout voilà, dans tout ce qui est notre alimentation. Donc, si vous avez des ustensiles de cuisine qui sont en plastique noir, eh bien, je me méfierais et j'éviterais de les utiliser. Voilà, parce que potentiellement ils contiennent déjà du plastique. Ça, c'est pas potentiellement, mais potentiellement ils contiennent des produits chimiques qui sont cancérigènes. Et donc, si on pouvait éviter d'introduire des molécules cancérigènes et des choses cancérigènes dans notre corps, je pense que ça pourrait être une assez bonne idée sur le long terme pour notre bien-être, tout simplement. Pour rester un peu en lien aussi avec le dentifrice, eh ben, ce sont tout ce qui sont produits d'hygiène. Euh, Par exemple les parfums, les gels douche, les crèmes. Euh, Idéalement, il faudrait prendre des produits qui sont... alors, cette matière a un nom assez particulier. C'est les phthalates, Phthalates. Euh, donc si vous voyez ce mot, euh, on va dire les phthalates en français, les phtalates en français, je sais pas comment on dit en français, phthalates en anglais.
Bref, faut absolument éviter ce mot, hein. Je vous l'épelle une nouvelle fois si vous avez envie de le noter. Phthalates. Euh, S'il y a ce genre de mots dans les ingrédients de vos parfums, de votre gel douche ou de vos crèmes, il faudrait considérer à changer ce produit. Et il faut donc essayer de prendre des produits d'hygiène, des produits cosmétiques qui ne contiennent pas ces phthalates, euh, parce que ce sont des perturbateurs endocriniens aussi, et, euh, et que tout simplement, bah, c'est des substances qui sont pas très friendly euh, pour le corps humain. Le dernier point, euh, ce sont les tickets magasins, là, les tickets de caisse qu'on récupère quand on a fini nos courses, etc. Ces tickets, ils sont littéralement couverts de BPA en fait. Ils sont faits limite qu'avec du BPA, des BPA dont on a parlé tout à l'heure et qui sont un énorme perturbateur endocrinien que vous n'avez pas envie du tout d'avoir dans votre corps. Alors, évidemment, si vous allez faire les courses une fois par semaine et que vous touchez le ticket pendant 10 secondes, ou même pendant 2 minutes pour vérifier si on vous a pas arnaqué sur les prix des choses que vous avez achetées, ça devrait pas vous faire beaucoup de dégâts, mais vous pouvez quand même éviter déjà de toucher ces trucs pendant trop longtemps, et vaut mieux se laver les mains après assez rapidement derrière. Euh, Mais attention, se laver les mains avec du savon et de l'eau et pas se laver les mains avec du gel hydroalcoolique parce que bah, c'est assez étonnant et c'est assez marrant aussi. Et je suis désolé pour mes amis hypocondriaques, mais euh, je vais vous rendre encore plus hypocondriaque parce qu'en fait, les gels hydroalcooliques, déjà, ils sont contenus généralement dans des flacons en plastique. Mais surtout, eh ben, en fait, ce sont des solutions qui contiennent du microplastique énormément. Et quand vous quand vous vous empastissez sur les mains, eh ben, les microplastiques, ils ont encore plus de chances de rentrer dans votre corps grâce à ça, à travers le gel hydroalcoolique. Donc, le gel hydroalcoolique, c'est vraiment pas un truc idéal pour se laver les mains plusieurs fois par jour. Voilà, le savon et l'eau, c'est quand même vachement mieux pour votre santé. Euh, mais en revanche, voilà, donc les tickets de caisse, c'est pas forcément un énorme truc. Alors, à part si vous êtes un maxi forceur sur les microplastiques et que vous voulez vraiment limiter drastiquement et à quasiment 100% votre exposition, voilà, faire tout ce qui est en votre possible pour limiter votre exposition, ben, évitez de toucher les tickets de caisse. Euh, Ici, vous êtes caissier et que vous manipulez globalement des tickets de caisse tous les jours et très souvent, eh bien, bah, il faudrait porter des gants, tout simplement, pour éviter que votre peau soit en contact direct avec les tickets de caisse. Euh, donc, des gants, alors en anglais, j'ai un nom, c'est les Nitro Gloves, des gants nitro. Je sais pas si nitro c'est le bon terme, j'ai un peu cherché en français, je suis pas sûr que ça marche super bien, mais Nitro Gloves en anglais, donc Nitro, N-I-T-R-O bien sûr, et Gloves, Gloves. Si ça vous intéresse, voilà. Parce que si vous êtes caissier, par exemple, et que vous touchez énormément, donc les tickets de caisse, il peut être très intéressant de porter des gants pour éviter de mettre des quantités non négligeables de perturbateurs endocriniens dans votre corps et de microplastiques, hein, parce que les BPA sont donc des microplastiques qui en plus sont des perturbateurs endocriniens, donc ils ont vraiment la médaille d'or du truc qu'il faut pas mettre dans son corps. Maintenant, on arrive donc sur la deuxième partie de cet épisode et sur les effets potentiels, et je mets en évidence ce terme potentiel sur la santé humaine des microplastiques. Comme je vous l'ai dit,
au début de l'épisode, on n'a pas encore d'études sur le long terme des effets des microplastiques sur la santé humaine. En tout cas, on n'a pas d'études qui établissent des liens de causalité entre les microplastiques et certains effets négatifs sur la santé. Pour l'instant, on ne peut tirer que des potentielles corrélations entre ces facteurs. Mais comme je l'ai aussi dit au début de l'épisode, et je vous le répète, les plastiques, le plastique globalement a été adopté en masse dans les années 50. Donc ça fait 75 ans que c'est autour et vous savez très bien que le corps humain et la biologie globalement, hein, ça n'évolue pas en 75 ans parce que déjà en 1000 ans, ça, on n'a pas beaucoup changé, voire quasiment pas du tout. Et il y a 1000 ans, il n'y avait pas de plastique et il n'y avait pas de technologie, il n'y avait rien il y a 1000 ans. Globalement, on était au Moyen Âge, donc c'est pas en 75 ans que nos corps se sont adaptés pour lutter contre le plastique. Donc, bien qu'on n'ait pas encore d'études sur le sujet concrètes et sur les effets, euh, voilà. On veut limiter notre exposition, on veut éviter de mettre ces substances-là à l'intérieur de notre corps. Euh, donc, comme je le disais, il y a eu des études déjà évidemment qui ont été faites, mais on n'a pas encore énormément de recul sur des humains. Et ce sont des études qui sont corrélatives et donc non causales. Donc malgré les liens qui ont pu être établis par ces études entre les microplastiques et certains problèmes de santé, évidemment cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils en sont réellement la cause. Euh, un autre perturbateur endocrinien, parce que malheureusement il n'y en a pas qu'un, ou que deux en tout cas, j'en ai cité deux dans cet épisode, ce sont les BPA et les BPS. Euh, Et j'en ai parlé vite fait lorsque j'ai parlé des produits d'hygiène. Ce sont les phthalates. Voilà, je sais toujours pas comment le dire en français, c'est pas grave. Les phthalates qui sont présents dans les plastiques afin de les rendre plus flexibles et plus durables. Euh, et généralement, eh bien, il y en a des doses assez importantes dans les plastiques. Les phthalates, eh bien, il a été c'est donc de la corrélation, encore une fois, mais ça implique potentiellement une diminution de testostérone, euh, évidemment, hormone qui est impliquée dans la masse musculaire, le développement du cerveau, la densité osseuse, la libido chez les hommes et les femmes, et aussi chez les enfants. Bref, vous avez compris, si vous avez des hautes doses de phthalates dans votre corps, ça risque de faire baisser votre testostérone et bah, vous n'avez pas forcément envie que ça impacte votre masse musculaire, que ça impacte votre cerveau, votre densité osseuse, parce que ça veut dire que vous serez plus faible, que vous aurez plus de chances de vous casser un os et de vous blesser, que vous aurez aussi moins d'envie de procréer potentiellement. Et déjà que l'humanité est en train de... déjà que déjà qu'on fait plus beaucoup de gosses, euh, si en plus on a les plastiques qui nous font faire encore moins d'enfants, bah, je donne pas cher de l'espèce humaine dans une centaine d'années si on n'est pas mort évidemment de la crise climatique avant. Bref, il faut éviter les phthalates absolument. On a aussi une corrélation qui a été établie entre la présence du microplastique et la réduction de la quantité de spermatozoïdes chez l'homme. Euh, Néanmoins, c'est pas au point de l'infertilité, mais bien sûr, une réduction de cette quantité, ça peut entraîner des problèmes de fertilité chez les hommes, et les microplastiques pourraient être donc un facteur d'infertilité, comme j'en ai déjà parlé. Voilà, ça vous fait baisser votre testostérone. En plus, ça peut vous rendre stérile. Globalement, le plastique, c'est pas si fantastique que ça. Vous l'aurez bien compris quand même. Euh,
On a aussi la présence de composés chimiques qui sont sobrement appelés les Forever Chemicals en anglais, euh, et qui sont les PFAS, donc PFAS. C'est un peu comme les BPA, hein, c'est des acronymes, il me semble. Donc ce sont des polluants éternels, hein, globalement, hein, Forever Chemicals. Euh, alors on va rentrer dans des noms qui sont vraiment sympathiques et que vous avez certainement très envie d'entendre. C'est peut-être la première fois d'ailleurs que vous allez les entendre tellement ce sont des substances bien créées par l'homme. Donc ce sont des substances ouah, je vais y arriver, perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. C'est Forever Chemicals. Et donc ces Forever Chemicals, on en a retrouvé dans notre corps, dans le corps des hommes. Et le problème, c'est que ces composés, eh ben, ils sont pas décomposés par le corps, d'où leur nom. Donc ça veut dire que potentiellement, une fois qu'ils sont dans notre corps, ils n'en ressortent jamais. Ce qui est un problème, évidemment, surtout s'ils s'accumulent en grande quantité sur le long terme. Bref, on arrive à la conclusion de cet épisode sur les microplastiques. Donc globalement, il y a plein de microplastiques qui se déposent partout dans notre corps, dont certains qui ne sont même pas décomposables. Mais ceci dit, bien qu'ils ne soient pas décomposables, ça, en vrai, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pour autant, qu'on ne peut pas pour autant les extraire de notre corps. Et je vais lister donc 4 moyens de potentiellement extraire des microplastiques de notre corps, tout simplement parce que ce sont des mécanismes qui permettent d'extraire les déchets qui sont présents dans notre corps, et les microplastiques font partie de la catégorie des déchets présents dans notre corps. Donc la première chose, c'est tout simplement notre système immunitaire qui est capable d'éliminer une partie des microplastiques, bah, parce que notre corps, il n'aime pas trop quand même, hein, la présence de corps étrangers en son sein, donc forcément il va se défendre. Et donc notre système immunitaire, il peut nous aider à extraire des particules de microplastiques de notre corps, tout simplement. Un organe qui, lui, est un énorme beau gosse dans l'extraction, euh, voilà, et dans les procédés de détoxification, c'est le foie. Et le foie, il a deux types de procédés de détoxification. Le premier, c'est la détoxification de phase 1. Et cette détoxification, elle consiste tout simplement à la transformation des toxines en composants qui sont moins dangereux et qui sont idéalement extraits du corps ensuite, bien sûr via la transpiration, l'urine ou les selles. Et le deuxième procédé, c'est la détoxification de phase 2, bien sûr. Et donc cette détoxification de phase 2, ce sont des enzymes qui attachent des molécules aux toxines et qui rendent ces toxines solubles dans l'eau et donc plus faciles à extraire du corps par l'urine. Donc globalement, notre foie, il a des procédés de détoxification de notre corps et donc il travaille à faire ça de deux manières assez différentes. On pense d'ailleurs que le foie il joue un rôle majeur dans la suppression des microplastiques de type BPA et BPS. Donc c'est important quand même d'avoir un foie en bonne santé si on veut extraire des microplastiques de notre corps. Alors il me semble euh, qu'il y a potentiellement un lien aussi, alors c'est une corrélation, mais potentiellement les légumineuses comme les brocolis, etc., ça peut potentiellement aider à extraire les microplastiques de notre corps, les fibres aussi. Euh, Ceci dit, moi, pour ceux qui ne le savent pas, mais maintenant vous le saurez, personnellement, je ne consomme pas de fibres. Voilà, je mange ni légumes ni fruits. Euh, mais potentiellement, si ça fait partie de votre régime alimentaire, ça peut aider
extraire des microplastiques? Bah, tout simplement les fibres. Alors, les légumineuses, c'est tout simplement parce que potentiellement ça stimule le foie et ça stimule notamment les procédés de détoxification du foie. Mais les fibres, euh, c'est tout simplement parce que bah, votre corps, il n'est pas capable euh, d'utiliser les fibres à bon escient. Euh, donc en fait, les fibres, ce sont globalement des déchets. euh, et les fibres, elles sont capables, quand elles sont dans vos intestins, de capter un peu les microplastiques. Et donc, quand vous allez aux toilettes pour faire la grosse commission, vous allez extraire via vos selles les fibres et donc les microplastiques qui seront potentiellement attachés aux fibres. Euh, mais bon, voilà, c'est pas forcément idéal de manger des fibres étant donné que le corps humain n'arrive pas à extraire les nutriments présents dedans. Euh, donc c'est un peu inutile, quoi. Vous mangez des trucs et puis ça finit aux toilettes, ce qui est franchement, ouais, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Les fibres sont des déchets aussi pour votre corps. Il sait pas trop quoi en faire, donc bah, ça finit dans les toilettes. Le troisième point, le troisième, la troisième chose qui peut permettre d'extraire potentiellement des microplastiques, eh ben, ce sont justement les intestins qui peuvent donc nous aider à extraire les microplastiques. Euh, voilà. Je vais pas développer comment ils s'y prennent, mais les intestins peuvent potentiellement nous aider à extraire des microplastiques. Euh, Ce qui est quand même assez fou, hein, c'est la capacité qu'ont les microplastiques à perturber nos hormones. Et c'est assez inquiétant, hein, en ce sens euh, ben, que c'est lié à des cancers, notamment au niveau des testicules ou des follicules, ou même des cancers du sein. Euh, voilà, donc il faut absolument limiter notre exposition aux microplastiques pour limiter la perturbation euh, endocrinienne, voilà, pour éviter que ça perturbe nos hormones. Euh, Parce que voilà, on a aussi envie d'éviter d'avoir des cancers. Ça pourrait être assez sympathique d'un point de vue qualité de vie et durée de vie aussi, hein, espérance de vie. Euh, le dernier point sur lequel je voudrais m'attarder aujourd'hui, c'est tout simplement le sport. C'est tout simplement le fait de transpirer, qui est une bonne manière pour extraire les microplastiques de notre système. Évidemment, à condition de ne pas transpirer dans du polyester, s'il vous plaît, parce que sinon, bah oui, vous allez extraire des microplastiques via votre transpiration, sauf que le polyester de vos vêtements va réinjecter des microplastiques dans votre corps. Donc globalement, ça sert à rien. Bref, évitez de transpirer dans du polyester, évitez de porter des habits en polyester tout court, surtout s'ils touchent votre corps et surtout si vous faites du sport avec. Pour transpirer de manière abondante, bah, vous pouvez faire un sauna, prendre un bain chaud, aller courir avec une couche de vêtements en trop, par exemple, qui fait que vous avez très chaud. Évidemment, évitez de mourir, s'il vous plaît, d'une crise cardiaque. Voilà, hein. Une très mauvaise idée, ce serait d'aller courir en été à midi ou 14 heures avec un pull, par exemple, mais même aller courir tout court entre midi et 14 heures en été, c'est pas forcément la meilleure idée que vous pourriez avoir. Euh, mais voilà, potentiellement faire du sport, que ce soit courir ou même aller à la salle, etc., avec une couche de vêtements en trop qui fait que vous allez avoir chaud et donc abondamment transpirer. C'est une chose qui est très intéressante parce que concrètement, transpirer de manière abondante au moins une fois par semaine, c'est quand même une bonne idée. Et pas seulement pour extraire les microplastiques, mais pour votre niveau de santé général. Voilà l'épisode donc du podcast des quatre piliers sur les microplastiques touche à sa fin.
Voilà, on a passé une petite heure ensemble. Je vous remercie bien évidemment pour votre intérêt dans la science, pour votre intérêt pour votre santé et j'espère que cet épisode vous sera utile et que ça vous permettra tout simplement, heu et bien voilà, de prendre conscience que le plastique est malheureusement présent de partout et que bah, on peut pas l'éviter, mais que on peut quand même limiter notre exposition au plastique avec toutes les choses que j'ai pu lister dans cet épisode. Voilà, alors bien sûr, ne commencez pas à stresser, ne commencez pas à être obsédé non plus avec les microplastiques, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. Même si vous allez vivre en plein milieu d'une forêt qui n'a pas connu l'activité humaine, eh bien rien que le fait qu'il pleuve, rien que le fait qu'il y ait du vent qui transporte l'air, fait qu'il y aura des microplastiques dans l'air, fait qu'il y aura des microplastiques dans l'eau, dans le sol. On ne peut pas les éviter, mais on peut limiter notre exposition. Voilà, donc ne devenez pas obsédé parce que ben si vous stressez, c'est pas compliqué, vous allez vivre moins longtemps, hein. Vous le savez, le stress, ça peut être bon, mais le stress chronique, c'est vraiment très mauvais pour votre santé, c'est vraiment très mauvais pour votre longévité, pour le long terme. Donc, voilà. Il faut limiter notre exposition parce que c'est quasiment indéniable que le plastique n'a rien à faire dans notre corps et qu'il risque de poser d'énormes problèmes sur le long terme et des maladies vraiment pas cool. Mais voilà, on ne peut pas l'éviter, on peut le limiter. Je vous ai donné plein de choses dans cet épisode. Vous prenez ce que vous voulez pour limiter votre exposition aux microplastiques. Voilà, merci à vous, merci pour votre écoute. Euh, N'hésitez pas à partager cet épisode, à partager le podcast à vos amis, à votre famille, à vos proches, à tout le monde, à toutes les personnes susceptibles, euh, eh bien, d'être intéressées dans ce sujet et d'être intéressées par la santé en général. Voilà, c'est le but de cette chaîne, c'est le but de ce podcast. C'est tout simplement de discuter santé et comment améliorer la qualité de notre vie, la qualité, voilà, comment vivre une meilleure vie en meilleure santé et potentiellement, ça je vous ne promets rien, vivre plus longtemps aussi. Euh, Voilà. Merci à vous, merci pour votre intérêt dans la science, dans la santé. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast des 4 piliers et je vous souhaite une excellente journée.